Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Bonjour, moi c'est Dorothée Van Act et je suis consultante et formatrice en biérologie. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler des actes d'achat des grandes surfaces vs les caves. Ok, top. Mais avant ça, l'actu du jour. Quelle est l'actu du jour? Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, l'actu du jour, je voulais faire un petit focus sur le festival Trinque qui a eu lieu le week-end dernier. Alors, j'y suis pas allée, j'avoue. J'étais un peu bloquée chez moi. Par contre, dans les retours que j'ai vus, et notamment des organisateurs, il y a un petit truc qui m'a fait tilt. En fait, Ok, ils n'ont pas eu le nombre de personnes attendues. Alors, je suis désolée pour eux, c'est clair, puisque c'est jamais drôle de passer son temps, enfin beaucoup de temps sur l'organisation d'un festival pour pas avoir le public attendu. Et en fait, ça soulève une question, je trouve, qui est super intéressante, c'est comment attirer les gens sur une première édition et notamment aussi sur un festival craft. Parce qu'en hmm, fait, finalement, je me suis rendu compte, moi, avec le temps, que les petits festivals de 1000, 1200 personnes, ça fonctionne super bien. Et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit. Et ce qui est, et d'ailleurs, les organisateurs le disent, hein, ce qui a manqué justement sur Trinque par rapport à l'ampleur du festival, alors je ne sais pas combien de personnes ils attendaient exactement, mais ça a été la communication grand public. Et finalement, la question à se poser, c'est comment, pour un festival craft, attirer le grand public. Tu vois, ouais. quand on voit Lyon, je pense que tu l'as déjà fait. Tu vois, là, on a un gros, Le gros Lyon Beer festoche. Festival, ouais. Ouais, Ouais, Lyon Beer il est énorme, Festival, hein. qui est énorme. Moi, j'étais organisatrice de la Paris Beer Week. Alors, c'est à une échelle différente pour d'autres problématiques qui sont plus financières et de lieu. Mais c'est clair qu'on se serait jamais lancé sur un festoche à 5000 personnes, par exemple, ou même 10 000. Et après, un autre festival qui marche plutôt bien, c'est à Bruxelles. On est Ouais. là dans une capitale, mais c'est surtout que finalement, la question c'est par quel biais de com passer pour pouvoir attirer le grand public, c'est-à-dire les néophytes en fait finalement qui pourraient être très intéressés par ce genre d'événement. Et c'est ce que malheureusement n'a pas réussi à faire Trinque cette année. Ce que je déplore, j'espère qu'ils vont être motivés pour faire une seconde édition, parce que les premières c'est toujours difficile aussi, hein, Hmm. c'est pas évident non plus de faire une première. En tout cas, C'était voilà, couvert, c'était... c'était couvert, ouais. Ouais, ok. C'était couvert. En fait, ils ont fait 6 jours d'événements avec 2 jours de ce qu'on appelle grand final ou finale, tu vois, dans un lieu couvert qui avait l'air vraiment, vraiment sympa. La liste des brasseries, elle était à tomber. Ils avaient la volonté aussi d'ouvrir, pas seulement aux bières, mais il y avait des spiritueux aussi, et puis d'autres boissons annexes. Et en Hmm. fait, je pense que c'est un festival très ambitieux. Moi, je leur souhaite de réussir et de revenir l'année prochaine parce que j'irai très certainement. Donc Et c'est voilà, je où? sais aussi c'est à Toulouse. Toulouse, Je ok. sais aussi que c'est pas facile parce que c'était justement, le message que j'ai vu ce matin sur Facebook de la part de Julien Soudet qui a organisé un des organisateurs de l'événement. C'est de se retrouver dans une situation où en fait ton festival il correspond pas aux attentes, en tout cas ni les tiennes ni celles des brasseries ou des exposants que tu as fait venir, et c'est de rester et de prendre ça de front. Et c'est ce que j'ai compris dans son message, c'est que voilà, ça a été violent pour lui et en même temps il est resté là, il a pris ses responsabilités et franchement voilà, ce que je souhaite, c'est que vraiment il s'accroche et qu'il continue. Et après, voilà, la question, c'est de trouver finalement peut-être le partenaire ou les partenaires médias pour, euh, pour, euh, Pour bien pour toucher relayer le grand ça, ouais. public, pour bien relayer, pour Hmm. sortir de ce microcosme craft qui nous empêche parfois d'aller chercher les gens qui connaissent moins, mais qui pour autant seraient ravis de participer à un festoche de bière de cette Mais je pense que forme-là, quoi. festoche de bière, ça donne envie à tout le monde. C'est souvent très familial. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai vu du Lyon Beer Festival, c'était que c'était pas que des bières geeks ou que des crafteux. Enfin, pour moi, c'était vraiment familial et il y avait tout le monde. Et il y avait des potes à moi avec leurs parents, enfin, ou même leurs petites filles. Enfin, il y avait rien de très élitiste dans l'idée. Donc, ouais, je vois pas trop ce côté pour le coup. Mais par contre, un autre truc que je vois, c'est qu'au final, maintenant,
brasseries elles-mêmes commencent à faire leur propre festival et c'est un espèce de tournant que j'avais jamais vu, mais quand j'ai vu la débauche qui fait son fest ou Piggy qui fait son fest avec un flyer comme si c'était un groupe de rock, ça m'a fait marrer en fait. Je me suis dit, mais est-ce que c'est nouveau ça chez les brasseries craft de se mettre en avant et de faire une espèce de tour date, quoi. C'est comme s'ils étaient en concert dans toute la France. Et pour le coup, je trouve que ça donne un petit regain, un petit renouveau à ce qu'on connaît des festivals ou plus communément appelés des salons à la base. Enfin, j'ai du mal à comprendre même la différence, tu vois, entre salon et festival réellement. Est-ce que c'est B2B, B2C la différence? Mais Ouais, pour moi, le salon, c'est plus pro. Tu vois, c'est ouais. plus pro, c'est plus posé, c'est pas très festif. Le festival, par contre, son nom l'indique, tu vois, c'est le côté festif, on s'amuse. C'est vrai que le côté, la musique accompagne de plus en plus les festivals. Il y a, alors, je pense que, tu vois, le festival de la débauche ou de Piggy, c'est un peu, en gros, c'est le revival des portes ouvertes, mais version, vas-y, on s'éclate et on se lâche, tu vois. Ouais, De porte ouverte, en fait, ça vend pas du rêve, quoi. Donc, c'est sûr. et après, la débauche a une notoriété qui fait. Et puis j'imagine aussi que ça joue aussi sur le tissu des fanats de bière du lieu. La question Hmm. peut-être, c'est est-ce qu'à Toulouse, il y a suffisamment aussi de fans de bière est-ce que la bonne parole est suffisamment diffusée, tu vois. Ouais. C'est Et moi, toutes je ces trouve que questions ouais, à se Montpellier, poser, je pense. Toulouse, tout le sud est ultra actif en craft, je trouve. Mais Mm. bon, en tout cas, on souhaite beaucoup de courage et de résilience au Festival Trinque. Et puis voilà, Et, ouais, donner et leur on un coup de espère boost pour l'année prochaine. voilà, on espère les voir l'année prochaine, parce que moi, ça me donnerait une bonne occasion d'aller à Toulouse, tu vois. Mm. Et qui sait, on relayera l'info le temps voulu. Donc s'ils nous écoutent, on pourra en faire un podcast ou en Exact. discuter ensemble, sans souci. Ce serait On bien. passe à la suite? Allez, à la suite. Donc le thème du jour, GD versus caviste. Ouais, j'avais envie d'évoquer ce thème parce que c'est Ouais. un peu, depuis, on va dire, un nouveau brassicole, un peu la guerre entre la GD et puis les caves. Mm. Et donc je me suis un peu renseignée sur certains chiffres, les bières qui fonctionnent un peu, en GD et puis bon, je peux confronter mon expérience de caviste, aussi et Ouais, carrément. finalement, je regardais justement notamment tout ce qui était, acte d'achat, à savoir que la GD, tu sais, tout est très quantifié, très chiffré, Mm. parce qu'ils ont cette possibilité-là. Quand tu vois un caviste, c'est un peu, on va dire, finalement la dualité ou le combat entre, la brasserie indus et la brasserie craft d'une certaine façon, tu vois? Là où la GMS, va se rapprocher un petit peu du système, industriel, il faut tout maîtriser, où il faut savoir qui achète quoi, comment, quand, via quel biais. Tu vois, la cave, c'est beaucoup plus, artisanal, c'est plus du ressenti. On chiffre pas quand on vend, les bières et pour autant, tu vois, il Il n'y a faut pas qu'on de stats? s'inspire. Enfin, Moi, j'en avais quelques-unes dans mes caves, j'avais mes meilleures ventes, j'avais mon panier moyen. Par contre, j'ai pas été étudier, tu vois, pourquoi telle bière à tel endroit marchait mieux que, telle bière à tel autre, tu vois? mais ça, en même temps, ouais, pour moi, c'est pas ton job, c'est plus le job des agences de com ou des brasseries de faire ça. Enfin, ils t'appellent pour savoir si jamais telle ou telle bière marche ou pas. Enfin, pour le compte de son client, je veux dire. Ouais, alors quand Euh, tu es caviste, tu es en direct avec les brasseries la plupart du temps. Enfin, moi, j'essayais d'être en direct au maximum. J'avais quelques distributeurs évidemment, hein, hmm. mais c'est vrai que j'essayais d'être en direct pour des questions de coûts et de marge. Après, le brasseur, il le voit parce que tu leur commandes des cartons. Tu vois? Il sait que ça marche parce que, tu vas prendre 3 cartons de Citra Galactique du Grand Paris, et que tu vas prendre que, un carton de Porte Dorée, par exemple. Il sait que sa Citra Galactique, c'est son produit phare, tu vois? Toi, Ouais. tu le vois Mais entre aussi. savoir pourquoi, comment quel est vraiment que tu parlais d'acte d'achat, quelle est vraiment l'attitude du consommateur vis-à-vis de la boisson? Est-ce qu'elle la prend parce qu'elle connaît, parce qu'elle voit le visuel, parce qu'elle l'aime, juste parce qu'elle est curieuse, et ça, tout ça, le caviste saura y répondre.
L'AGD, Ça, le ça sera pas caviste, il le possible, saura, quoi. mais de manière instinctive. Il faut savoir que maintenant, il y a des sociétés qui se développent pour, si tu veux, capter le regard des gens dans les rayons. C'est un peu Ouais. comme quand tu lis une publicité. Tu sais, moi, j'ai fait des études en com, et en gros, on lit toujours en Z. Et puis, dans ce qu'on appelle les pré-tests, donc ils mettent des gens devant les pubs, et puis ils regardent comment les yeux ils bougent. Et ben maintenant, ils font ça dans les rayons carrément. Mmh. Tu vois? Pour Ah mais savoir ça m'étonne pas, justement, hein. ouais, bah Avec ouais, l'intelligence artificielle et tout, pour te dire à quel point tout est, tu sais, tout est extrêmement calculé dans ces endroits-là. Et, Mmh. et donc ils arrivent, en fonction en captant le regard, tu vois, ils arrivent à savoir ce qui attire les gens plus qu'autre chose. Nous, cavistes, on regarde les gens, on les voit prendre les bières. Bon, après, t'as tout l'aspect aussi conseil, qui fait une sacrée différence quand même finalement dans l'acte d'achat, parce que là où en GMS, tu vas te balader dans le rayon. Alors, il y a un critère tout bête, hein, c'est la position des produits dans le rayon. Tu vois? En Mmh. hauteur, souvent c'est le stockage. À hauteur des yeux, bah, c'est là où on va mettre les best-sellers. Et en bas, c'est les ventes additionnelles. Enfin, souvent en bas, ça marche pas très bien, tu vois. Donc ça, c'est un principe qu'il faut faire absolument partout, c'est mettre les produits à hauteur des yeux, à hauteur des mains. Il faut savoir aussi que les hommes, bah, ils sont, comme ils disent en GMS, au niveau 5-6, les femmes au niveau 5. Bon, voilà, tu vois, en fonction de la taille des jambes, bah, forcément, mais en gros, ta zone de vente la plus intéressante reste au niveau des yeux et au niveau de la main. Tu Mmh. vois, pour que ce soit Et en tête de facilement gondole accessible. aussi, au final, enfin ça Et ça en dépend, tête. pas forcément tout le temps, mais Voilà, ça dépend. Alors, tu as les têtes de gondole près des caisses, tu as les têtes de gondole au bout du rayon, enfin, tu mmh. vois. Et il y en a certaines qui servent pour les promos, d'autres qui servent pour la mise en avant. Moi, Ouais. en tant que, alors je réfléchis pas toujours à la façon dont je fais mes courses, hein, mais j'avoue que des fois, les têtes de gondole, en fait, je suis même pas sûre que j'y vais plus que ça. Mmh. Et après, ça m'arrive rarement d'acheter de la bière, dans les supermarchés, pour tout dire, Oui, c'est sûr. voire Mais même ça pas du dépend, les tout, têtes de gondole, d'ailleurs, quand tu rentres dans le magasin, je trouve qu'elles sont plus visibles que quand tu en quand sors, au tu en final. sors, ouais. Quand tu en Bah, sors, parce tu as que fini tes courses, tu as envie de te casser, donc c'est ça. tu fais pas attention. Mais quand tu Sauf, rentres, là, en plus, ça va être Noël ou ça va être Halloween et compagnie, on rentre tous dans des magasins et on voit, les premiers trucs qui arrivent qui donnent envie. Donc là, tu pourrais typiquement avoir une animation, une tête de gondole avec une anime bière ou compagnie et enfin ça c'est ça. marcherait, quoi. Mmh. Ah ouais. Et, et après, une grosse différence que je trouve, moi, quand même vachement intéressante, c'est le conseil. C'est-à-dire que du conseil, alors oui, tu vas avoir des têtes de gondole, tu vas avoir des meubles, tu sais, promo, ou en tout cas de mise en avant. Tu vas avoir des petites étiquettes sur les bouteilles ou au niveau des étiquettes. Tu vas avoir beaucoup de signalétique, si tu veux, en GMS. Par contre, tu n'auras jamais le conseil. Et Mmh. finalement, nous, cavistes, je dis nous, mais quand j'étais caviste, en fait, on est prescripteur finalement. C'est-à-dire que si la personne, elle est arrivée en se mettant en tête d'acheter telle bière, on va pas lui dire non, tu vois. Par contre, on va lui conseiller d'autres, tu vois. Et au Mmh. final, c'est ça qui fait la force des cavistes, c'est qu'en fait, ils sont prescripteurs, ils sont spécialistes, ils sont experts même, et donc ils amènent le client sur le produit de leur choix. Et là, la question qui est à se poser, c'est justement, quel produit tu vas vendre à quel moment, tu vois? Je sais qu'en GMS, ça se fait beaucoup, ou alors sur les gros distribs, tu vois, tu vas acheter 5 caisses et puis tu vas en avoir une gratuite. Ça, les Belges, ils font ça tout le temps, tu vois, par exemple. OK. Nous, c'est des pratiques qu'on fait pas beaucoup, mais qui pourraient, parce que le problème, c'est que les cavistes, sauf à être un VNB, un My Beers, ils ont pas des volumes non plus au produit, c'est-à-dire, qui sont énormes. Mais par contre, ça les inciterait peut-être à en vendre plus, notamment sur des bières qui sont des produits phares. Tu vois? Moi, je me souviens, et ça marche aussi, en GMS, c'est peut-être un peu plus dilué, mais en caviste, tu vois, tu as les 20-80. C'est-à-dire que tu as 20 références qui font 80% de ton chiffre, tu Mmh. vois? Parce que malgré tout, il y a aussi une prise d'habitude du client. Tu vois? En fonction de la typologie de ton client, tu as le beer geek qui va vouloir changer tout le temps de bière, qui veut être dans la nouveauté systématique, et qui en même temps est pas forcément fidèle à ton enseigne.
Donc tu vois, parce que lui, il va aller piocher ce qui l'intéresse partout, il est prêt à bouger, il est prêt à Il va dépenser dans le aussi rayon beaucoup nouveauté en d'argent. premier, quoi. Ouais, voilà, lui, il va regarder, bam, nouveauté. Il va regarder aussi les brasseries qu'il a en tête et qu'il recherche. Tu vois, Mm. il va pas aller chercher, il va pas prendre une bière belge de base, par exemple, parce que bon, pour lui, c'est plus intéressant. T'as celui qui vient régulièrement, qui est fidèle, qui est à la fois fixé sur un produit, souvent c'est ça, ou un style de bière et qui de temps en temps se tente sur quelque chose. Et puis t'as les gens qui tombent un peu par hasard chez toi, qui ont justement souvent aussi des réflexes qui sont complètement néophytes et qui ont souvent des réflexes de bah voilà, je vais prendre une bière belge parce que je connais, tu vois. Ouais, carrément. Mais en fait, c'est drôle parce que quand tu arrives chez un caviste versus une grande distrib, alors est-ce que dans la grande distrib, t'inclus les magasins bio aussi? C'est un petit peu différent. Pour moi, C'est un poil différent, mais c'est un poil c'est... différent, ils sont à part. Ouais, mais en tout cas, dans tous les cas, tu arrives dans le rayon et il y a des étalages de bière, quoi. Ah Donc, oui, il y en a tout partout. dépend de ton profil, mais tu arrives et tu regardes pas forcément de la même manière, mais à chaque fois, tu arrives dans le rayon et tu dis, waouh, qu'est-ce que je vais choisir, quoi. Un peu comme si tu allais dans un rayon vin. Euh, et du coup, c'est là que c'est marrant. Enfin, chez le caviste, tu dis, waouh, qu'est-ce que je vais choisir? Et si le caviste, il est bon, bah, il arrive direct, il te pose les questions qu'il faut et il t'oriente. Même si toi, ton regard, il va vers des trucs un peu fous, des étiquettes peut-être, enfin, une modernité peut-être. Par contre, ouais, donc tu la passes en grande distribution, tu arrives et tu dis, waouh, bon, bah, je vais me démerder tout seul et on va voir C'est ça. ce qui me plaît. Et, et puis, bah, dans le magasin bio, tu peux potentiellement aussi demander à quelqu'un qui sera en rayon. Donc, tu peux avoir cette proximité moite-moite, j'ai envie de dire 50-50, où les gens sont sympas. Généralement, tu achètes tes légumes, tes trucs, c'est bio, on discute, ils parlent d'une recette du jour, de la cuisine que tu peux faire avec ces aliments. Je pense qu'ils peuvent tester quelques bières et puis connaître quelques références. Mais là encore, c'est pas la même chose. Et ce qui change aussi, c'est bah, est-ce que tu vas acheter en couleur? Tu vois, c'est la manière dont c'est organisé dans les magasins. Je sais pas si tu vois une différence, toi, dans les caves, la manière dont ils veulent présenter leur bière. Est-ce que c'est par style? Est-ce que c'est par pays, par ordre alphabétique, par de bière, de brasserie? Euh, ou est-ce que... Alors, il y a moi, je sais que ça, c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois avec des collègues en disant bah, comment je classe mes bières. Hmm. Moi, j'avais pris le pli de les classer par pays. Parce que à l'époque, j'ai commencé avec beaucoup de Belges, beaucoup d'Anglaises, et la Belgique et l'Angleterre, c'est complètement différent en termes de tradition brassicole, en termes de style de bière, en termes de plein de choses. Avec le temps, ça a vachement évolué, et c'est vrai que finalement, le classement par style pourrait être intéressant. Notamment si en plus tu fais le choix de mettre tout ce qui est bière houblonnée au frigo. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer un rayon bière houblonnée frigo et puis les autres à côté, par exemple. Parce que Hmm. faire un magasin tout frigo, c'est super, mais par contre, en termes de consommation d'énergie, c'est hors sujet. Mais c'est vrai que si tu peux la jouer comme ça, et là, un classement par style, ça se justifierait très bien. Mais par pays, ça marche. Parce que les gens, justement, ils vont avoir leur repère brassicole, qui est encore beaucoup fixé sur la Belgique. Mais dans une cave, tu peux un peu faire ce que tu veux au final, puisque comme tu l'as dit, bah, le caviste, il va orienter le client vers ce qu'il recherche, vers ce qu'il aime, quand il le sait. Parce que parfois, bah, quand c'est un nouveau client, moi je me souviens, il fallait expliquer tout à la base, quoi. Hmm. Beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, mélangent l'acidité et la mer. Tu vois? Donc, quand Ouais. tu as une bière acide, une bière amère, le rendu est pas du tout le même. Donc, il faut déjà expliquer qu'est-ce que c'est que l'acide et l'amère. Quand tu demandes, bah tiens, c'est quoi votre bière préférée? Qu'on te répond une ambrée, tu sais que tu vas ramer un peu avant de comprendre vraiment ce que la personne elle aime. Et moi, je faisais des liens avec les spi, par exemple. Je demandais, vous êtes plutôt whisky? Dans les whisky, vous êtes plutôt Hmm. bourbon ou pareil sur, tu vois, les alcool blanc, alcool ambré, tu vois, tous des petits trucs comme ça qui me permettaient le café avec ou sans sucre. Vous êtes plutôt thé vert, thé noir, tu vois. Bizarrement, les Ah, c'est gens ont... drôle ça, ok. Oui, Un les petit gens... questionnaire qui ne parle même pas du tout de bière en fait. Mais Non. c'est très intéressant ça comme Non, approche. parce que justement, comme tu arrives en tant qu'expert, le problème, c'est que parfois les gens se sentent un peu... comment je veux dire ça? Quand ils sont vraiment néophytes et qu'ils y connaissent rien, il faut les amener sur quelque chose qu'ils maîtrisent. Surtout sur le goût, si tu veux. Sans les saouler aussi. Et voilà,
Pas tout de Parce que suite, tu putain, vois? à Après Paris, peut-être j'y tu reviens. connaissais pas encore, mais je rentrais dans un truc, le mec me gavait. Il était fan et c'était génial pour lui. Mais putain, je voulais juste une bière, il me cassait. Et il parlait pendant 3 heures, il me parlait de houblon, de trucs, j'y connaissais rien, je m'en foutais. Et du coup, j'arrivais pas, il me lâchait pas la grappe, quoi. Ouais, Donc, mais il faut c'est arriver pas à jauger facile. aussi ce que le consommateur veut. Est-ce qu'il veut en savoir plus maintenant? Est-ce que non? Est-ce qu'il veut juste repartir avec une bière? Mais je Ouais. comprends cette passion, hein. Mais j'avoue que le côté conseil peut avoir ses défauts des fois aussi. C'est là où, quand on est bon vendeur, on est fin psychologue aussi. C'est-à-dire qu'on est Hmm. capable justement de voir si la personne déjà elle est pressée, pas pressée, si c'est pour un cadeau, pas. Bon, normalement, elle est censée te le dire si c'est pour un cadeau ou pas. Mais tu vois, en Ouais. fonction de ça, moi j'avoue que je me suis retrouvée des fois dans la situation où j'ai dû saouler des clients, ça c'est clair. Parce que moi j'allais toujours de ma petite anecdote, de mon petit truc. Alors c'était plus souvent dans le côté anecdote un peu rigolo, tu vois, plus que j'allais pas leur faire un cours entier. Mais je comprends que le caviste peut être amené à sortir un peu sa science et à s'écouter parler. Pareil, c'est un réflexe d'expert. Par contre, en face de toi, ouais, si la personne elle est pas réceptive, pas sûr qu'elle revienne, quoi. Tu vois. Et Mais c'est c'est sûr toute que tu es la, expert et vendeur. Et il faut arriver à jauger entre les deux, quoi. C'est une double casquette qui est c'est pas ça. évidente. Ouais, ouais. Et Et après, t'es quelque pas le chose qui a premier à me pas. dire, hein. Ouais. T'es pas Bah, le du coup, premier j'ai à me dire. connu l'avant, être fan de bière, et l'après. Et du coup, je me rends compte que, ouais, bah, que je m'en foutais. Et maintenant, je serai le premier à parler plus longtemps avec le caviste. Et un truc qui est intéressant aussi pour quand tu es une brasserie craft et que tu veux être développé en cave ou en magasin bio, c'est les goodies, quoi. Il faut donner des petits trucs croustillants à tes distributeurs ou à tes cavistes pour que potentiellement ils en fassent des cadeaux aux clients, aux consommateurs. Moi, par exemple, j'étais allé à la Plante du Loup, je commandais pas mal. Et puis, on m'a donné une petite tap handle d'une brasserie slovaque, je crois, ou estonienne. Bon, c'est cool, ça me sert pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un petit truc. Et je me dis, bah voilà, quand je chope une tireuse maintenant avec des amis, bah, je prends ma petite tap handle, ça change du truc. Et puis voilà, je la visse et c'est rigolo. Donc, c'est des petites expériences comme ça qui sont sympas. Et avoir ouais, des petits kits, enfin, développer vos goodies, vos kits, les sous-box, je sais pas, mais potentiellement les verres ou des choses qui sortent un petit peu du commun. Et ça, par contre, en GD, il n'y a pas, quoi. Non. Bah, ouais, ouais, les goodies, c'est le petit truc en plus, ne serait-ce qu'un petit sticker, c'est con, mais tu vois, moi, je Mm. sais que j'ai refait mon frigo avec les étiquettes des canettes. Si j'avais eu des stickers, j'aurais mis des stickers aussi, parce que bon, du coup. Mais ouais, ouais, les goodies, ça marche bien. Les gens sont contents, les clients sont contents. Le caviste, quelque part, eh ben, il fait son petit cadeau à son client, et c'est vrai que ça fait la différence. Les verres, globalement, toutes les brasseries ont des verres. Alors c'est Ouais. pareil en Belgique, ils ont tendance à les offrir. Alors, ça coûte hein, les verres quand même. Mm. Tu prends 3 caisses, t'as un carton de verre. Et le Ok. caviste, là, pour le coup, les verres, il va et les vendre et les donner. Et ça, c'est bien, parce que ça lui fait une petite marge supplémentaire pour lui. Parce que tout le monde est gagnant, en fait. Et le client, bah, lui, il va se faire sa petite collecte, et puis de temps en temps, bah, parce qu'il est bon client, il est régulier, il va avoir son petit verre gratos, quoi. Tu vois, c'est tous des trucs en plus, en effet, qui font la différence. Et qui peuvent mettre en avant une brasserie aussi, en fait, finalement. Les Mm. sous-bocs, on en revient un peu. En même temps, c'est le truc pas très cher. Enfin, tout dépend des volumes que tu comptes faire, mais c'est le petit accessoire pas très Bah, cher. c'est Moi, je sais que j'ai l'indispensable vu. qui sert à rien ou qui se collectionne Ouais, sans être utilisé. Tu vois, c'est ouais, un mais truc bizarre un peu. tu fais toujours un rond de bière ou même ton verre il est mouillé sur ta table, tu vois, quand tu as un Mm. petit sous-boc. Bon, ça peut être. Voilà, c'est accessoire, ça reste un goodies. Hein, les goodies, c'est accessoire. Moi, je sais que j'avais fait Ouais. des cendriers de poche aussi. Ok. Ça, c'était pas mal. Histoire de changer, parce que c'est un peu toujours les mêmes choses sinon. Des petits décapsuleurs aimantés que tu mets sur le frigo, des petites choses comme ça. C'est vrai qu'à la fin, après, ça se calcule. Hein, au niveau du budget, ça fait partie Ouais, du ce que je budget trouve com, quoi. intéressant, c'est potentiellement faire du co-branding avec des marques qui partagent ta valeur, Mmh. tes Ouais, valeurs. ça peut être bien, ouais. Et je sais pas, je saurais pas donner d'exemple sans parler de mes propres clients, donc je vais peut-être pas en parler, mais en tout cas, ouais, si vous vous rapprochez de tel ou tel, je sais pas,
style de personne ou activité sportive ou autre, essayer de voir s'il y a pas une marque, qui voudrait faire, un co-branding avec Mmh. vous ou un objet, du merch au final, soit un t-shirt, soit, un accessoire qui pourrait servir dans la vie de tous les jours, mais, co-brandé. Je ne sais pas si vous êtes une brasserie, fan de surf, ou pensez qu'à ça, bah, peut-être, faire des dérives, mettre sous la planche de surf avec un visuel, soit de votre brasserie, soit d'une de vos étiquettes ou faire là, c'est vraiment un exemple comme ça qui me sort de la tête parce que j'aime bien le surf et le sud-ouest, mais en tout cas, je sais pas, quelque chose qui pourrait, servir au final au consommateur final et que ça soit pas, juste un sous-boc ou un verre et que ça soit potentiellement une force de frappe un peu plus grosse parce qu'on on le co-brand avec, une marque qui n'a rien à voir avec la bière. Donc attention loi Evin, je sais pas si ça peut jouer des fois, mais Sur les ça peut changer, accessoires, quoi. pas forcément. Ça joue la loi Evin, c'est vraiment pour la télé, pour les grands médias, quoi. Ouais, Tu les vois? campagnes, ouais. Pour Et les après, il y a aussi maintenant les cavistes qui vendent en ligne et ça change aussi un petit peu la donne. On parlait de comment, disposer les bières, En rayon, ouais. en rayon, mais au final, quand tu es sur un site internet d'un caviste, bah, tu as le champ de recherche où tu as les filtres, mais tu te débrouilles toi-même et tu pas ce côté conseil et j'ai pas encore vu la manière dont on peut pallier à ce non-conseil en ligne pour les Alors, gens qui aimeraient acheter. ouais, moi je l'ai vu avec des petits sondages, tu sais, tu as, sur ta page d'accueil, tu as, tu vois, un genre de petit sondage: Un «Est-ce que tu es quiz, plutôt quoi, ouais. blonde ou brune?» Un petit quiz, Mmh. je vois que ça. Après, je sais que se développent aussi dans les salons sur le vin, tu vois, alors tu as les bots aussi qui peuvent aider et puis tu as carrément les conseils virtuels, du spécialiste. Là, c'était le meilleur, sommelier de France, tu vois? Bon, est-ce que ça marche ou pas? Ça, j'en sais rien, mais non, je voulais faire un petit focus justement sur les tu parlais des magasins bio et c'est vrai que les magasins bio, c'est un peu on va dire l'entre-deux, mais tu vois, les magasins bio, c'est un peu comme un B&B ou un My Beer. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des formules de rayons en linéaire, tu vois? Là où chez un caviste, elle va plutôt être autour de toi, donc plutôt sur les murs. Je sais pas comment on pourrait le dire ça. Mmh. Et après, tout dépend aussi de la disponibilité du chef de rayon, finalement. Un chef de rayon en GMS, tu le verras pas parce qu'il fait son implantation super tôt le matin. Hem et il a fait sa journée quand toi tu vas faire tes courses, quoi, tu vois? En Ouais. magasin bio, c'est certainement un peu plus hybride, un peu différent, donc tu dois pouvoir trouver un chef de rayon peut-être autrement, plus facilement. Mais c'est pareil, tu pas forcément de vendeur attitré et puis après ça dépend de l'intérêt et des connaissances qu'il a sur le produit, finalement, Mmh. tu vois? Ah oui, c'est pas un expert bière, donc c'est pas certain qu'il ait une réponse ou alors il donnera ses propres goûts, C'est ça. Mais mais tu ça veut commences pas souvent dire que comme c'est ça, hein, quand ouais, tu c'est sûr. t'appréhendes la bière, tu vas d'abord commencer par tes propres intérêts, tes propres goûts, parce que ça va plus vite et puis après tu théorises un peu plus, tu arrives à moi je sais que dans mes formations, j'explique que j'apprends à lire une étiquette. Parce que, quand tu as, 20 nouveautés qui arrivent dans la semaine, bon 20 c'est peut-être beaucoup, allez au moins 10 qui arrivent dans la semaine, heu, faut les goûter les 10, tu vois? Faut argumenter et parfois c'est vrai que, bah, le caviste il a pas le temps, hein, donc il connaît la brasserie, il apprend à lire les étiquettes, les styles de bière, il les connaît aussi. Ça s'apprend sur un plus ou moins long terme, tu vois? Et Mmh. comme ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un bagage, aussi solide, sachant qu'il y a plus de 100 styles de bière et que, aujourd'hui la créativité de la bière craft notamment, et ça c'est un autre parallèle que je vais faire avec la GMS, fait que, finalement tous les styles sont faits par toutes les brasseries quasiment, tu vois? Et c'est là que, bah, si tu sais pas ce que c'est qu'une Rauchbier, bah, tu vas avoir du mal à dire à ton client que si tu l'as pas goûté qu'elle est fumée. Et Mmh. après c'est pareil, le fumé il est plutôt fort, il est moyen ou il est léger? Tu vois? C'est toujours, Et je crois que ouais, il commence à comprendre, en GMS, pour avoir des exemples très concrets, moi je vais souvent soit à Leclerc, soit à Auchan mmh et mh. j'ai vu que là dernièrement pour la rentrée, Auchan, ils ont totalement refait tout leur rayon bière. Il y a beaucoup plus de variétés, il y a toute une façade, Ninkasi et Mira, Mmh. et après, plein de donc la canette se démocratise pour le coup, j'avais envie de dire grâce à Mira ou pas, mais en tout cas, là, dans ce cas de figure-là,
Il y a une façade de canettes, donc les gens commencent à voir des canettes qui ne sont plus, de la Amsterdamer ou de la 8-6, donc potentiellement qui peuvent être attirés par autre chose et se dire: «Tiens, dans la canette, c'est pas forcément, une bière de clodo», même si j'adorais la 8-6, plus jeune. Mais en tout cas, voilà, la canette, le contenant commence à faire surface, à faire grande surface même. Mmh. Et au final, à Leclerc, pareil, un énorme choix, une énorme sélection de plein de brasseries. Alors c'est souvent local, pour le coup, donc on doit sûrement pas avoir les mêmes choses, dans les différentes villes. Mais en tout cas, il y a un choix beaucoup plus grand, et maintenant, il commence aussi à y avoir sur les étiquettes cette double, information, blonde pale ale ou, ouais, ou IPA, Indian Mmh. Pale Ale, ou en tout cas, ils commencent à mettre le style de base, Ouais. en dessous de la couleur. Par contre, la couleur reste toujours, j'ai envie de dire 70 à 80 plus gros en termes de texte que le style, pour Carrément. toujours parler aux gens qui n'y connaissent pas forcément ou qui Mmh. parlent en tant que couleur. Ça, tu vois une différence entre GD et caviste en termes de couleur, Ouais, alors style? tu as même des brasseries qui font 2 gammes différentes, qui ont une gamme GD avec une étiquette souvent assez simplifiée justement sur les informations, notamment de style, Mmh. et d'ingrédients même parfois. Et puis tu as, une gamme, plus caviste qui est travaillée autrement avec un design différent. Est-ce que c'est les mêmes bières dedans ou pas? Bah, ça dépend, ça pourrait, Ça on n'en dépend, sait ouais. rien. J'ai pas comparé. Mais il y en a qui Bah, travaillent pour certaines, vraiment les oui, 2 pour d'autres, cibles. non, mais Ouais, ils travaillent vraiment les 2 cibles de manière différente. Après moi, ce que j'ai vu par exemple dans le Nord, alors tu vois, je fais aussi une distinction entre moyenne surface, moyenne et petite surface et grande surface. Finalement, c'est la taille du rayon qui va faire aussi la diversité. Et ce que j'ai remarqué dans un Auchan aussi, mais là dans le Nord, c'est qu'ils avaient carrément un rayon, une moitié de rayon, si tu veux, sorti à part. Donc c'était une implantation assez bizarre. D'habitude, tu as des grands rayons comme ça, tu as des têtes de ouais. gondole, et ça se résume à ça, tu vois. Et là, en fait, il y avait carrément un demi-rayon quasiment planté au milieu, avec que de Mmh. la bière locale. Alors Ah dans le ça, Nord, bah, on j'ai boit vu beaucoup ça de au champ bière. aussi, ouais. On boit beaucoup de bière, si tu veux, donc bon, moi, ça me choque pas. Mais là, ils avaient vraiment, tu vois, mis toutes les bières locales, ensemble. J'avais trouvé ça super intéressant et je pense que, mais à voir, on va de plus en plus sur ces surfaces-là qui sont grandes et qui ont de l'espace, arriver sur de la cave à bière, en fait. Mmh. Là où tu as une cave à vin qui est souvent jolie en plus, avec une implantation très spécifique, parfois même des barriques et des choses comme ça. Moi, je Ouais, pense avec qu'on un peu de arrive, on bois ou autre, ouais. glisse, on glisse de plus en plus vers la cave à bière, si tu veux, et ça va Mmh. devenir finalement un élément central du rayon alcool. Je regardais justement sur un article là, sur un sondage, la bière est en train de monter en termes de boisson préférée des Français. Alors on peut dire, est-ce que l'étude a été bien faite ou mal faite? Non, toujours est-il que moi je le vois même instinctivement, il y a un intérêt de plus en plus grand et les industriels ne rachèteraient pas des marques pour les mettre dans les rayons de supermarché si c'était pas le cas. Enfin, ces Mmh. gens-là, ils investissent sur, c'est pareil, ils mettraient pas Pale Ale comme tu l'as dit et IPA sur leurs étiquettes si, bah, le consommateur, était pas attiré par ce genre de mots. Tu vois? Bah, le mot IPA maintenant, c'est rentré dans le langage commun Ah de la complètement. plupart des gens et des Français, je pense que Ouais. les gens, limite, ils mettent, l'IPA comme étant, une autre catégorie de boisson que la bière. Enfin, dans l'idée, je me demande si on n'en est pas là, si au final on se dit: «Bon, bah, ça va être des boissons fermentées amères», enfin, tu vois, dans l'idée des gens, plutôt Mmh. que je Alors sais pas, j'ai tu l'impression qu'il y a une dissociation, mais Ouais, mais parce que je pense qu'on est en fait, la bière est sur, des valeurs qui intéressent de plus en plus les gens. Tu vois, on est sur le goût, on est sur la multiplication des producteurs, on est sur, des valeurs, de proximité, des valeurs de goût, des valeurs de créativité et de nouveauté. Puisqu'en fait, finalement, que tu sois client GMS, client cave, qu'est-ce que tu cherches au final? On est plus sur, le monoproduit, Heineken, devant le match de foot. On est vraiment maintenant devenu enfin, on est arrivé sur une consommation de la bière qui est presque à tout moment de la journée. mmh, Pourquoi, les micros IPA ou les sessions, IPA cartonnent? C'est parce qu'elles sont légères en alcool et que tu vas boire ça l'après-midi.
ça va pas te monter la tête tout de suite, quoi. Tu vois, c'est Mais des c'est trucs intéressant tout ce con, mais côté petit îlot qui va devenir plus en plus. Enfin, ce que tu vois dans le futur, c'est quasiment ce que moi j'avais vu à Melbourne, c'est-à-dire des liquor stores, quoi. Et mmh, tout simplement, t'as le magasin, et puis après tu sors, et après tu as le liquor store qui est au final un caviste. Donc c'est intéressant de se demander, est-ce que. Mais là pour l'instant, on a ça avec Nicolas, par exemple. Je sais pas, tu vas dans un grand carrefour, tu sors dans la galerie marchande, tu vas avoir un Nicolas, et ben voilà, c'est ton caviste, et tu sais que tu vas potentiellement pas acheter d'alcool dans le magasin, que tu vas te réserver pour ta pour ton sortie de caviste. course. Et sachant que maintenant, chez Nicolas, j'ai vu ça à Anglette, dans le Pays Basque. Je sais pas si c'est partout, mais c'est drôle, je leur avais demandé il y a 3 mois s'ils comptaient mettre des canettes ou un petit frigo et tout. Il m'a dit: «Ah, je sais pas» et tout, et j'arrive le mois suivant, il y a quoi? Il y a des canettes dans un petit frigo, quoi. C'était drôle. Tu l'as influencé. Ouais, et du coup, je sais pas si c'est un truc, enfin, qui vient de plus haut, ou si c'est juste, dans son magasin qu'il a le droit de faire des demandes spécifiques, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvé avec, la Superbe chez Nicolas, donc c'était cool pour le coup. Mmh. Il y avait quoi? Il y avait Hopi Road aussi, du coup, j'étais fan d'avoir la Easy Rider, Ah. sans trop me faire chier à essayer de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver, une bière, cool, de base. Et donc voilà, et je me suis dit, bon, bah ok, chez Nicolas, il commence à faire un rayon bière. Il m'a dit, le mec, ça allait prendre encore plus d'ampleur. Là, c'était un petit frigo, et au-dessus, il y avait d'autres produits. Potentiellement, ça allait être bientôt toute une façade, etc. Donc ouais, c'est sûr que ça se développe. Mais bon, est-ce que Nicolas, c'est un caviste bière? Ça, c'est encore un débat. Je sais pas ce qu'en Mmh. pensent les cavistes spécialisés. Non, moi, je suis surtout étonnée qu'ils prennent ce virage vachement tard, en fait. Parce que pour moi, ça Hmm. coule de source qu'un caviste en vin. Alors, bon, mes amis cavistes bières spécialisés indépendants, grinceraient des dents, mais pour moi, ça paraît évident qu'un caviste en vin, alors il s'y connaît peut-être moins en bière, mais ça s'apprend, se doit d'avoir un rayon bière dans sa boutique, quoi. Enfin, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, comme tu vas faire aussi des spies, comme tu vas faire des softs. Enfin, Ouais, c'est sûr. tu vois? Et je trouve que Nicolas prend le virage vachement tard, au final. Hmm. Là, tu vois, il y a quelques mois, je suis repassée à Paris, donc tu vois, il y a toujours eu un peu de bière dans les rayons, mais c'était des bières, franchement, ils mettaient de la lèvre, quoi. Là, on commence à avoir des bières plus spécifiques, des IPA, des choses comme ça, plus craft. C'est intéressant, mais ça reste quand même, un rayon qui fait, quoi? Qui doit faire, 6 bouteilles de large et puis, 10 de haut, quoi. Tu vois? C'est pas foufou. Donc ça m'étonne qu'ils prennent et après oui, il va falloir de toute façon qu'ils se forment à un moment donné, ces gens, pour être Hmm. crédibles. Alors, sauf à rester sur peu de produits, mais s'ils multiplient, il va falloir mais pour moi, ça paraît une évidence, que ce type d'enseigne, développe cette partie-là. Parce Après, il qu'il y y a a des choses qu'on évidemment pense pas forcément, c'est que, tu vois, par exemple, je vais au jardin fleuri, j'achète deux trois plantes, ou 2-3 décos, et hop, j'arrive à la fin et je tombe sur un énorme rayon bière, avec un mmh. énorme rayon jus, un rayon avec quelques spiritueux. Et du coup, j'étais fan, mais je m'attendais pas à tomber sur des produits artisanaux comme ça. Mmh. Et au final, on pourrait réfléchir, ok, caviste, grande distribution, bio, la vie claire et compagnie, si possible. Mais en fait, on pense pas forcément au jardin fleuri, on pense pas forcément je sais pas, la pizzeria du coin qui pourrait vendre nos bières, ou à tout ce qui est Deliveroo, machin, quand tu commandes aussi à domicile. Je pense qu'il y a énormément d'endroits dans lesquels on peut s'implanter, autre que de la grande distribution et le Mmh. caviste. Et je pense qu'il faut être un peu créatif aussi, de la part des brasseries, se dire, bon, bah, quelles sont nos valeurs, pourquoi on n'existerait pas dans tel ou tel lieu Ailleurs. physique, Alors ailleurs que chez les deux, quoi. tu les gammes verts aussi qui ont un beau rayon bière. Moi, je trouve ça marrant justement de faire, presque maintenant, ouais, dans les magasins de bricolage, tu vas avoir de la bière. Bon, alors faudra mettre, Ok, pourquoi pas. petite alerte en disant: «Attention, si vous utilisez la perceuse, évitez d'être complètement sous». Je suis pas sûre que ça Ouais. marche aussi bien finalement, mais ouais, dans les gammes verts aussi, il y a un gros développement de rayons bière et notamment, justement sur des démarches locales.
je voulais dire un truc, puis j'ai oublié. Chez Noroto, Heu, bientôt? Chez Noroto, ouais, non, Ça serait Deliveroo. mal vu Alors ça. ouais, Deliveroo, moi caviste, j'ai fait Deliveroo, hein, je le déconseille. Pour la simple et D'accord, bonne OK, raison que pourquoi? la marge sur une bouteille, elle est pas énorme. Quand tu rajoutes en plus la marge Deliveroo pour éviter de devoir grappiller toi sur ta marge, ça fait une bouteille qui est quand même un petit peu chère. Et finalement, de la visibilité sur Deliveroo, sur les magasins d'alcool est pas terrible. Donc ça fait des ventes additionnelles, mais c'est pas foufou. Voilà. Heu, Mmh. Après, bon, ils ont une interface avec la prise de commande, les bip bip qui font que: «Tiens, regarde, tu as une commande à ce moment-là qui est pas trop mal foutue». Moi, Bah, je j'avais trouve carrément Deliveroo, ça aurait parfois, été bien, pile pour le Covid. Pour ouais, la période du confinement, ça aurait été le confinement serait resté, encore 3-4 ans, longtemps, ouais. ça aurait été vraiment un truc en mode, bon, on veut se faire plaisir avec une bonne Ouais, boisson en mais commandant en ouais. ligne et en restant chez soi. Mais, Bah, si là c'est le cas, moi, maintenant j'aurais préféré, des mecs à vélo, écolo, craft, tu vois? Indépendants et salariés. Ça collerait plus à mes valeurs, tu vois? ouais, j'avoue. Tu Mais vois? Mais ouais, ce encore serait faut-il que ça existe, développé, quoi. c'est évident, puis ça existe déjà, hein, en vrai. Nous, Mmh. j'avais réfléchi moi à développer avec des gens, puis ça a jamais abouti parce que je pense qu'à l'époque, j'avais pas non plus trop le temps. C'est justement de faire de la livraison à vélo, vélo cargo, des choses comme ça avec, des francos sur des volumes pour, optimiser. Mais c'est vrai Bah, que les j'ai mecs des qui sont potes qui sur font ça, hein. Ils s'appellent ouais, Fanlabis sur Lyon et bah, 2 de mes meilleurs potes qui travaillent avec un distributeur de bière aussi. Donc ils fournissent déjà, dans certaines caves, bah, ouais, c'est bien des ça. gros cargos de bière et tout, Ouais. Bah, parce que, en fait, sur un vélo cargo, tu peux en mettre un peu, quoi. Ah, tu peux mettre jusqu'à 80 kilos, ouais. Ils font Ouais, des c'est quand déménagements même pas mal, hein. assez fat, ouais. Ouais, ah ouais, ça Donc ça faut ouais, faut avoir c'est d'assistance original et puis c'est électrique quand tu éco et commences à mettre du volume dessus. mmh, C'est mieux ou quand des bons même. mollets. Ou des bons mollets. Un petit dernier focus sur parce qu'il est déjà, on a déjà bien parlé, mais Ouais. juste, je voulais, faire un petit focus. Tu parlais tout à l'heure des sites de vente en ligne. Alors c'est rigolo parce que pendant longtemps, nous cavistes, on s'est sentis un peu, assaillis justement, enfin en tout cas en concurrence avec les sites de vente en ligne. Et quand Mmh. tu vois que des cavistes se mettent en ligne, bah, finalement tu te dis: «Bon, est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que c'est du complémentaire?» Alors moi je crois beaucoup aux sites de vente en ligne pour les brasseries. Même si c'est chiant parce qu'il y a plein de contraintes. En même temps, de ce que j'entends moi sur les sites de vente en ligne de bière type distributeur caviste, à part, le numéro un que je vais citer qui est Saveur Bière, les autres, ils quand même, ils galèrent pas mal, quoi. Ouais, Tu c'est pas vois? évident. Donc finalement la vente en ligne, parfois ça enfin en tout cas un investissement de départ, ça peut être assez important. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la panacée au final. Voilà. Ouais, Ça fera bah, peut-être c'était l'objet la de tendance après Covid où ils disaient que 50%, du marché était maintenant en digital et en ligne et qu'il fallait absolument avoir un site web. On en revient toujours à la même chose, c'est quelle est la cible et est-ce qu'il mmh. faut absolument avoir un site web pour la cible? C'est pas parce que tout le monde dit et que les magazines, de tendance ou autres, en parlent qu'il faut forcément, aller chercher un développeur, payer un site à C'est entre ça. 1 500 et 5 000 balles pour avoir Mmh. une Tu un boutique site de vente en e-commerce ligne, sur ouais, il faut que ce Shopify. soit ça peut être, Et puis après, c'est de la com, de la com, de la com, les réseaux sociaux à fond, il faut des du gens, il faut du référencement. temps. La plupart, ils font ça, ils sont 2 ou 3 et puis ils gèrent aussi eux-mêmes le déplacement, je sais pas, là, je pense à la Plante du Loup, on réserve sur leur site et ensuite après ils te livrent, dans les 24 heures, donc c'est une des personnes, attitrées qui conduit quoi dans son petit fourgon et qui vient t'apporter la bière. Donc Mmh. ouais, tu es couteau suisse, tu te mets à tout faire, ça prend énormément de temps donc Ouais, et est-ce et que c'est mais réellement bon, rentable? mmh, Ça, je leur c'est demanderai la à prochaine voir. fois. Bah, ouais, on va sourcer, ça fera un nouveau sujet, tiens. Carrément. On passe au coup de cœur? Allez. Alors moi, je voulais faire un petit coup de cœur sur la série Netflix, l'Empire Oktoberfest que j'avais trouvé pas mal. Donc D'accord. ça parle en plus c'est d'actualité, on est en plein mois d'octobre, donc c'est pas mal. Et en fait, bah, c'est une série qui va donc parler de l'Oktoberfest et notamment d'un point de vue un peu historique par rapport au tu sais, l'Oktoberfest, il y a des tentes par brasserie et c'est par nom de brasserie et donc Mmh. à l'époque, il y avait déjà des guéguerres, j'imagine. Alors c'est une fiction évidemment, mais on peut imaginer que c'était un peu ça, des guéguerres entre brasseries justement qui voulaient avoir la plus grande tente, la mieux placée,
Et j'ai trouvé que l'ambiance, et la photographie de cette série était très sympa. Donc moi je vous invite à aller OK. la voir parce que j'ai trouvé que c'était plaisant pour voir que les séries sur la bière, sont pas nombreuses et c'était aussi versus, la série Blues Brothers que j'ai trouvé quand même assez nulle au final. Alors il y a des D'accord, bah, trucs l'une ou rigolos. l'autre, je les connais pas, donc Tu les ça peut connais être pas? Bah, intéressant. ouais, Non. je t'invite à les regarder l'une comme l'autre, hein, parce que même OK. Blues Brothers, C'est quel, c'est sur ça vient d'où, en Netflix les fait? 2. Alors il y en a, bah, Blues Brothers, c'est américain certainement et par contre Oktoberfest, c'est allemand. Donc en plus, tu as OK. vraiment tu vois, ça colle aussi je veux dire, c'est pas des Finlandais qui ont parlé de l'Oktoberfest en Allemagne, tu vois? Enfin, ça, c'est pas mal Ouais, et puis sur les Blues Brothers, il faut aimer l'humour, bas étage, quoi. OK. Alors c'est drôle, parce que bon, moi, j'ai un entourage qui est un peu sur cet humour-là. C'est vachement moins drôle quand tu le vois en série. Parce qu'au bout d'un moment, une blague par-ci par-là, c'est marrant, mais quand toute la série est faite sur ce niveau d'humour-là, tu vois, au bout d'un moment, tu trouves ça vraiment, c'est, limite un peu graveleux. La petite nana qui est rigolote comme tout, super intelligente, bah, malheureusement est toujours dans la position aussi de la femme qui veut dire les choses, mais bah, qui peut pas tellement. Ouais. Tu quand même un côté de dérision sur justement les spécialistes bières et notamment avec, Cicérone, mais je te laisse regarder. Voilà, j'ai pas été au bout de cette série. J'ai trouvé décevante. Par contre, il y a une idée intéressante sur le mec qui lance sa brasserie, heu, dans un quartier qui marche pas. Enfin, je vais pas teaser non plus tout le truc. Et à l'inverse, OK. dans Empire Oktoberfest, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie esthétique. Il y a un côté vraiment ancré dans, l'histoire, la tradition brassicole en Allemagne. Enfin, c'est deux séries complètement différentes, hein, pour le coup. OK. Ouais, alors c'est pareil, hein, la Donc condition des Empire, femmes à l'époque était pas au Oktoberfest mieux, sur mais Netflix. hein, l'Empire Oktoberfest sur Netflix, tout à fait. OK, parfait. Ouais. Moi, de mon côté, on part en Belgique avec, Westvleteren. Je sais pas Bien. si c'est bien prononcé, ouais, si. Parce que je connaissais pas cette marque, pour être, honnête, qui vient de l'abbaye de Saint-Sixtus. En fait, j'ai vu ça, en lisant Beer Magazine, dans les brèves de comptoir du début, et ça m'a fait tilt parce que dans mon autre podcast, The Bottlefield Show, qui est plus axé spiritueux, on avait émis l'hypothèse d'un packaging, sans rien. Est-ce qu'on pouvait être reconnaissable au final en n'ayant pas d'étiquette? Ou est-ce que c'était faisable? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était autorisé ou quoi que ce soit? Et c'était une question qui était restée en suspens. On ne savait pas vraiment si ça existait. Et après, bon, bah, j'y ai plus pensé. La vie fait son cours. Et puis hop, je tombe sur les brèves et je lis, oui, c'est cette bière-là, Westvleteren, qui a la particularité d'avoir tout écrit sur la caps. Depuis plus de 25 ans, un truc comme ça, et qui maintenant a décidé de faire une étiquette. Donc je me suis dit, ah cool, et puis après, ah dommage, parce qu'au final, je me suis dit, ah bah ok, on arrive, enfin, il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à faire bah, une bouteille sans étiquette dessus. Donc tout est gravé sur la caps. Alors je sais pas si c'est gravé aussi à l'intérieur, parce qu'il faut en mettre quand même des mentions, hein, Ouais. mais, euh, mais il y a tout sur l'extérieur avec un petit blason. Et après, je crois qu'il y avait deux moules différents, peut-être pour des 75 centilitres et des 33. En tout cas, le moule était globalement, bon, vous avez en tête une bouteille de bière. Il y a juste une petite collerette qui est un peu en Dans le verre. embossage, quoi, qui ressort du moule. Et, euh, et voilà. Mais maintenant, ils ont décidé de faire des étiquettes. Donc, elles ont trois couleurs différentes. Elles reprennent la forme de la caps au final. Donc, c'est une étiquette très petite, hein, un tout petit rond au milieu de la bouteille. Je sais pas si c'est dommage. En tout cas, j'ai fait un roller coaster là quand vu qu'il y avait du sans étiquette, et puis après qu'au Mmh. final il y en avait une. Mais voilà. Donc Westvleteren, sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître. Moi je connaissais pas, et Mmh. sûrement que tu as goûté, Dorothée, à ça. Ouais, alors moi j'ai la chance d'avoir des parents qui habitent pas loin, hein, donc j'en ai D'accord. goûté, je suis allée sur place. Alors, c'est particulier, c'est que c'est la seule trappiste
où en fait, il y a pas de si tu veux, chez Orval, Chimay, Westmalle, il y a des, c'est pas des laïcs, hein, mais il y a des gens de l'extérieur qui viennent pour brasser la bière, finalement. Là-bas, Mmh. et c'est les seuls qui sont si tu veux, ils sont vraiment en cercle fermé, si tu veux. Ils sont une douzaine c'est des moines, ouais. C'est des moines, hein? Ils ont tous fait vœu de silence, sauf celui qui vend la bière directement à la brasserie. Donc autant te OK. dire qu'en termes d'évolution de packaging, c'est pas leur priorité. Heu et je pense ils ont mis ils ont décidé de mettre une étiquette pour être conforme aussi, parce qu'en fait, sur une capsule, comme tu l'as dit, il y a pas beaucoup de place. Mmh. Et en fait, il manquait énormément d'informations. Alors nous, je sais qu'en France, on est vachement contraint par rapport aux informations qui doivent être sur l'étiquette, comme contient du gluten, tous les sigles recyclage maintenant qui sont obligés. Enfin, il y a pas mal de contraintes et d'informations à mettre sur l'étiquette. En Belgique, je ne sais pas si c'est pareil, mais j'imagine que l'Europe étant passée par là, ils doivent avoir aussi des contraintes qui sont à peu près enfin, qui ressemblent aux nôtres. Donc je pense qu'en fait, ils se sont aussi mis dans la légalité, si tu veux. Mmh. Il disait qu'il y avait un QR code aussi scannable, hein, Ouais. à un moment donné sur la caps, Mmh. mais ouais, bon, bah, dommage, c'est la fin Voilà. d'un règne, de Mmh. différenciation Alors, sans ouais, étiquette. Je trouvais ça cool, mais on pourrait faire un packaging sans étiquette, mais il faudrait une grosse capsule. ou alors tout mettre en info dans un moule. Tu imagines, genre le Ouais. pourcentage d'alcool, la femme enceinte, tout ça, en embossage sur le moule, sur l'étiquette. Bon, on verrait rien, mais mais il On y aurait verrait tout quand pas, ou même. alors il faut venir mettre après une peinture, mais là on en arrive, tu vois, presque un truc sélectif, tu vois? Après Mmh. c'est le coût du moule et le coût de la production. C'est que tu as Ah à ouais, faire ça des doit être volumes énorme, hein. assez conséquents, Mmh. notamment Vase Vétérane, ce qui est bien, alors je me souviens plus des volumes qu'ils font annuels, mais ce qui est assez génial chez eux, c'est que bon, bah, c'est galère pour en trouver. Normalement, en fait, personne n'a le droit de les revendre, donc c'est soit sur place, en appelant au téléphone, chose que moi j'ai jamais réussi à faire, soit en face, où tous les jours ils mettent en vente à peu près l'équivalent d'une palette, soit en Surtout forme si un de mec qui fait vœu coffret. de silence qui te répond, Ouais, c'est ça va être compliqué. compliqué. Non, mais tout le processus pour pouvoir aller chercher les bières en direct chez eux est très très compliqué. Je dis, moi j'y suis jamais arrivée. Bon, je vais pas non plus Mais ils essayer. font la vente en ligne maintenant, hein. Ils J'ai font vu de la ça vente sur en un ligne maintenant? article. Ouais. Ah oui, c'est possible, ouais. Et C'était une grosse news, oui, c'est mmh. ouais, bah, faudrait que j'aille voir comment ça marche. Mais en fait, moi j'ai 2 caisses en boîte chez eux. Enfin, c'est super joli, Ah! quoi. Ah ouais, OK. tout est hyper Je bien les ai vus foutu. sur internet, je me suis Ouais. dit: «J'aimerais bien les avoir», mais Ouais, ouais, bah, j'ai réussi à en récupérer 2, et ça fait joli. Ça fait joli mmh, dans ma déco, et ouais, ouais, ils commencent à se moderniser, tu vois? Mais ça prend du temps, et puis ils sont en circuit fermé, tu vois? mmh. Mais ouais, ouais, c'est vrai il y avait que la capsule qui était marquée sur leur bouteille, mais ouais, j'ai vu ça, que c'était terminé. Parfait. Voilà, C'est tout pour aujourd'hui? c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, je suis Ludovic Mornan Je suis Dorothée Van Acte. et on espère vous revoir la semaine prochaine dans Milecto. À très bientôt. Ciao, Salut. ciao.